Sur la première, 7h36, avec 400 000 morts par année, peut-être bien plus à l'avenir, la résistance aux antibiotiques devient un problème majeur. L'Assemblée mondiale de l'OMS, qui s'est achevée la semaine dernière à Genève, s'est penchée sur cette question. Après des années passées à s'époumoner, les spécialistes commencent enfin à être écoutés, peut-être aussi par le grand public, avec les ouvrages de science-fiction dont on parlait tout à l'heure avec Lucia Sillig à 7h15, et qui nous décrivent le cauchemar d'un monde post-antibiotique. Ce matin, nous accueillons en direct de notre studio de Genève l'un de ses spécialistes, Didier Pittet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h, médecin-chef du service de prévention des infections au HUG. Vous travaillez aussi pour l'OMS. En 1995, on s'en souvient, vous aviez mis au point la stratégie basée sur la désinfection hydroalcoolique des mains, utilisée ensuite dans le monde entier. Et c'est vous qui avez encouragé celui qu'on entendait tout à l'heure, l'écrivain Thierry Crouzet, à écrire un livre sur la résistance aux antibiotiques. Oui, il y a des livres, il y a des BD, il y a des ouvrages de science-fiction qui traitent de cette question. Avoir recours à la science-fiction pour parler d'un problème de santé publique, vous, le scientifique Didier Pittet, qu'est-ce que vous dites? C'est un bon moyen pour toucher le public? Alors écoutez, pour ce qui est de la résistance aux antibiotiques, c'est certainement un très bon moyen parce que c'est d'abord très difficile à expliquer et puis en plus de ça, disons en tout cas à vulgariser, et puis c'est un problème qui malheureusement est méconnu. J'aime bien parler en général d'une pandémie silencieuse parce qu'au fond, ça fait des années que les scientifiques s'époumonnent, comme vous dites, et puis malheureusement, les choses ont peine à bouger. Heureusement, depuis quelques années, on voit quelques changements. C'est réjouissant. Oui, l'OMS empoigne le sujet. Vous vous sentez enfin écouté comme scientifique? Alors écoutez, l'OMS avait déjà empoigné le sujet il y a des années, puisqu'en 2001, les recommandations avaient été établies. Ces recommandations n'ont pas été vraiment suivies par les pays. Ensuite, il y a eu d'autres moments, 2004, 2006, j'en passe. Et puis en 2015, à l'Assemblée mondiale de l'OMS, comme vous en parliez tout à l'heure, il a été demandé aux pays de venir 2 ans plus tard, c'est-à-dire dernièrement au mois de mai, avec ce qu'on appelle des Global Action Plans, c'est-à-dire des plans d'action globaux au niveau des pays, de manière à finalement attaquer le problème de la résistance, qui ne peut pas être finalement attaqué, si je peux utiliser ces termes, uniquement par rapport, par exemple, à la médecine humaine. La médecine vétérinaire est concernée, l'environnement, l'agriculture, le commerce, et donc il était important d'avoir ce qu'on appelle des plans d'action global. Et puis ensuite, il y a eu évidemment cette assemblée des Nations Unies en septembre dernier à New York. Ça veut bien dire qu'on est sorti du domaine de la santé humaine, qui a accordé cet élément, et puis évidemment le G7, le G20, et donc des événements à la fois politiques et économiques qui font que la sensibilisation devient extrêmement importante. Alors, c'est une bonne nouvelle au fond par rapport à cette pandémie silencieuse. Vous qui travaillez pour l'OMS, Didier Pittet, est-ce que vous pensez que cette institution a le poids nécessaire pour faire avancer ce dossier toute seule, ou est-ce que, comme vous venez de nous le dire, il faut que les Nations Unies, en tant que telles et en entier, s'en emparent? Elle n'a certainement pas le poids nécessaire. Elle ne peut d'ailleurs que donner des conseils que les pays suivent ou ne suivent pas. Et effectivement, elle a besoin d'une globalisation de la prise en charge de la thématique. Et en particulier, elle a besoin de tous les organismes des Nations Unies, de même que d'autres organismes, bien entendu, de manière à pouvoir vraiment adresser ce problème de manière significative. Alors voilà pour le contexte politique, très important. Scientifiquement, Didier Pittet, sans verser dans l'apocalyptique, le risque que nous courons, c'est quoi? C'est de remonter à cette ère pré-antibiotique, pas si lointaine que ça, avant que Sir Alexander Fleming ne découvre la pénicilline, c'était en 1928. Concrètement, ce monde post-antibiotique, qui nous fait remonter à l'ère pré-antibiotique, à quoi ressemblerait-il? Alors malheureusement, ça ressemblerait à une situation dans laquelle des infections banales d'aujourd'hui ne seraient plus traitables. Des infections urinaires, des pneumonies. On mourrait de pneumonie, on mourrait d'infections urinaires. Absolument, c'est au fond ça la problématique. Et puis si on reprend l'histoire, finalement les grandes époques des progrès, des grands progrès de la médecine, d'abord ça a été l'hygiène, ensuite ça a été la compréhension des phénomènes de vaccination, et puis ensuite l'avènement des antibiotiques. Et puis ces grands mouvements ont permis de manière très très significative de réduire la mortalité, de réduire la morbidité liée aux problèmes et aux infections en particulier. Et donc on reviendrait à une situation où
malheureusement, on n'aurait pas tous les outils thérapeutiques dont on bénéficie aujourd'hui pour prendre en charge les infections. Et sauf qu'aujourd'hui, par rapport à 1928 et avant, nous vivons dans un monde mondialisé, globalisé, interconnecté, où tout le monde peut voyager partout, et ça ne ferait qu'aggraver le problème? Bien sûr, parce que évidemment, auparavant, on avait des phénomènes de résistance ou des phénomènes d'infection localisés qui finalement ne concernaient que des endroits particuliers. Alors, c'est triste pour les gens qui en souffrent à ce moment-là, d'autant plus s'il y a des pertes de vie humaine, mais il y a aussi toutes les autres types de pertes, qu'elles soient la morbidité, les pertes économiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, les phénomènes se généralisent extrêmement rapidement, et notamment le phénomène de la résistance aux antibiotiques, qui, s'il n'est pas adressé de manière globale par tous les pays, va finir par finalement nous déborder par l'aile par laquelle nous ne nous y attendions pas. On parle de 400, j'ai cité ce mort, 400 000 morts par année. Ça, c'est le cas. À quoi peut-on s'attendre ? Alors, bon, ces chiffres sont toujours difficiles à établir parce qu'au fond, est-ce que les gens meurent avec une infection par une bactérie résistante ou uniquement à cause de cette infection par une bactérie résistante? Toute la question est là par rapport à ces chiffres, mais c'est vrai que par rapport à l'impact général, je pense qu'on peut parler de mortalité, mais il faut aussi parler de perte de qualité de vie, il faut parler de perte économique, il faut parler finalement de force de travail, et ça c'est beaucoup plus important encore. Alors c'est très difficile d'imaginer que finalement toute infection urinaire ou toute pneumonie deviendrait problématique. On l'a vécu pour certaines infections et c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais heureusement on ne s'avance pas pour l'instant de manière irrémédiable vers cette ère post-antibiotique. Je crois qu'il faut quand même le dire. Vous nous rassurez quand même un peu. Vous êtes médecin-chef du service de prévention des infections au HUG. Est-ce qu'on a des chiffres pour la Suisse de ces résistances aux antibiotiques ? Alors, on n'a pas des chiffres précis, malheureusement. On sait que dans les hôpitaux, on a environ 70 000 infections par année. Parmi celles-ci, on peut dire que 20 à 30%, ou parfois même dans certains services jusqu'à 60%, sont liés à des bactéries résistantes. Toutes les bactéries ne sont pas multirésistantes. Dans certains hôpitaux, la situation est évidemment complètement et totalement contrôlée. En Suisse, pour l'instant, nous souffrons avant tout de bactéries multirésistantes que nous importons de pays et d'hôpitaux à l'étranger, que nous traçons évidemment de manière à les contrôler. Parce qu'évidemment, dans la résistance, il y a le premier phénomène, c'est de découvrir une nouvelle résistance chez un patient qui pourrait peut-être en souffrir, mais surtout, évidemment, de contrôler cette résistance pour qu'elle ne se propage pas à d'autres patients ou dans d'autres situations. Alors, on a connu il y a plusieurs années, malheureusement, au CHUV, le ballybombing, où là, les blessés de Bali avaient importé des bactéries multirésistantes absolument inconnues en Suisse, et il a été difficile de le contrôler. Aujourd'hui, ça l'est. Il y a d'autres exemples. Heureusement, c'est encore totalement contrôlé. Par contre, certaines autres résistances qui se propagent alors par d'autres intermédiaires comme l'environnement ou le domaine animal ou le domaine de la nutrition, là, c'est beaucoup plus compliqué à contrôler la résistance. Alors, on va aborder justement avec vous, Didier Pittet, les causes de ce monde potentiellement résistant aux antibiotiques. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On l'a dit, la pénicilline, 1928, Fleming, ensuite des antibiotiques distribués largement. C'est ça, on en a trop donné, on en a donné à tort et à travers. C'est ça qui fait que la résistance se développe. C'est aussi simple que ça, le mécanisme ? Oui, c'est un des grands problèmes. On en a trop donné, on les a mal prescrits en tant que médecin, on les a mal utilisés en tant que patient. Combien d'entre nous, même en tant que patient, là je parle en tant que patient, n'avons-nous pas gardé dans notre pharmacie le reste des antibiotiques de manière à peut-être le prendre la prochaine fois? On en a donné, effectivement, comme vous dites, parfois à tort et à travers, mais ça c'est pour ce qui est de la médecine humaine, qui ne représente que 20% de la consommation des antibiotiques. En médecine animale et dans l'environnement, on utilise 80% des antibiotiques. Et le gros du problème est vraiment vétérinaire.
Je dirais pas le gros du problème, mais c'est une grosse partie de la problématique, en effet, que d'utiliser ces antibiotiques, que ce soit pour faire grandir les cochons, les poulets plus rapidement, de manière à augmenter l'économie, à améliorer l'économie. Donc ça, c'est une pure question économique. C'est de donner beaucoup d'antibiotiques à des poissons d'élevage, à des cochons, etc. C'est une pure question économique pour en avoir plus, pour avoir plus de densité. C'est ça. Absolument, absolument. Pour que l'animal grandisse plus vite et que vous ayez plus de chair à manger, si vous voulez, c'est d'environ de l'ordre de 30%. Et puis ensuite, il y a évidemment toutes les stratégies en amont qui pourraient être mises en place, qui ne le sont pas, de manière à éviter à ce que ces antibiotiques soient utilisés pour la croissance. Après, il y a l'utilisation des antibiotiques de type prophylactique, c'est-à-dire vous avez un cheptel de poulet dans lequel vous avez un poulet qui est malade et vous traitez tout le cheptel de manière à éviter la maladie. Ça, c'est évidemment une vraie problématique également. Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande ? Non, on ne va pas arrêter de manger de la viande. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser en matière globale. Certaines résistances aux antibiotiques, aujourd'hui, même en Suisse, on les trouve dans 90 à 100% de nos poulets. Et on ne va pas arrêter de manger de la viande. Par contre, il faut trouver des moyens de manière à ce que ces problématiques soient prises en charge de manière plus appropriée. Alors, comme j'aime toujours le dire, quand vous vous adressez au ministre de Santé d'un pays et que vous lui dites « est-ce qu'on pourrait arrêter d'utiliser des antibiotiques dans l'élevage animal ?», le ministre de la Santé va dire oui, parce qu'il va dire on doit limiter le risque pour l'humain. Mais le ministre de l'économie ou le ministre du commerce ou celui même de l'agriculture ne sera pas d'accord. C'est du vécu, ça vous nous parlez de votre expérience personnelle ? Écoutez, je fais personnellement pas de politique, mais je fais beaucoup de politique de santé. Je voyage dans le monde entier pour rencontrer des ministres de santé et d'autres ministres de manière à trouver des solutions globales. Et en effet, c'est très nettement une des problématiques. Vous rencontrez vous aussi beaucoup de résistance, Didier Pittet, c'est ça que vous nous dites. Absolument, on rencontre des résistances à tous les niveaux et c'est en cela que la problématique est une problématique globale qui doit être prise de manière universelle au niveau, effectivement, entre autres des Nations Unies. Mais quelles seraient les mesures à prendre? Alors, pour les animaux, il faudrait interdire les antibiotiques? On imagine que c'est impossible. Il faudrait quoi? Les utiliser avec plus de parcimonie, interdire certaines de ces antibiotiques? Il faut aller dans l'assez fin, là? Alors, tout à fait. Par exemple, si je vous disais que certains antibiotiques sont utilisés dans l'élevage animal et ce sont des antibiotiques de dernier recours chez l'homme, on a parlé d'une patiente qui s'est infectée avec une bactérie multirésistante, ces antibiotiques-là, on ne devrait pas les utiliser chez l'animal. Donc, ce sont des moyens simples qui permettraient d'éviter certaines des situations qui aujourd'hui ne sont pas appliquées, sont appliquées dans certains pays seulement, mais absolument pas de manière universelle. Chez l'homme, est-ce que vous faisiez quasiment votre mea culpa de médecin en disant on en a trop prescrit trop longtemps? C'est en train de changer, ça? Il y a au niveau de la pédagogie, on explique aux médecins qu'il faut un peu tirer le frein à main, oui? Oui, très nettement, très nettement. On a vécu une ère d'ailleurs où on disait que la spécialité que j'ai choisie, la spécialité de spécialiste en maladies infectieuses, n'était pas une spécialité d'avenir. Hein. Il y a 30 ans, on disait avec les antibiotiques aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Ouais. Vous serez out of job. Et en fait, l'avenir a vraiment prouvé l'inverse. Alors oui, il y a des progrès. Il y a des progrès très importants. Il y a des pays qui ont réalisé l'importance du phénomène et qui ont disons, entraîné des campagnes nationales avec de l'efficacité. Il y a les pays du nord de l'Europe sont nettement les meilleurs élèves dans ce domaine. On vaccine, par exemple, dans les élevages de poissons de manière à éviter l'utilisation d'antibiotiques. On n'a pas trop de poissons dans les mêmes bassins, etc., etc. Ce sont juste une série d'exemples qui vous disent que oui, il est possible. Et je crois qu'il ne faut pas être trop négatif. J'ai participé au livre de Thierry Crouzet parce que je pense qu'on était toute une série de scientifiques à le faire. Je pense que c'est important de sensibiliser, mais ça ne veut pas dire que nous sommes au pied du mur. Il y a la recherche aussi. Est-ce qu'il faut stimuler la recherche pour trouver de nouveaux antibiotiques qui seraient plus précis, enfin, qui rencontreraient moins de résistance? Est-ce qu'il faut aller sur ce terrain-là? Absolument. Dans le domaine des antibiotiques, il y a 26 classes, si vous voulez, 26 familles d'antibiotiques. Sur ces 26 familles, 12 des familles n'a qu'un seul représentant. Et ça, c'est problématique parce que quand vous avez une résistance contre la classe, donc contre la famille. Donc, il vous faut davantage, il vous faut d'autres classes. Il y a 40 ans qu'on n'a pas trouvé de nouvelles classes d'antibiotiques contre ce qu'on appelle les bactéries à Gram négatif, qui sont celles qui nous posent le plus de problèmes aujourd'hui. Comment ça s'explique là, ce vide
dans la recherche 40 ans, alors que bon, la recherche est un marché assez porteur. Pourquoi est-ce qu'on ne s'y lance pas ? Vous avez parfaitement raison, Simon, c'est une difficulté. Les compagnies ne sont pas forcément, n'étaient plus intéressées à produire des antibiotiques parce qu'un antibiotique, vous le prenez pour 1 semaine, 10 jours, parfois même 3 jours, vous êtes guéri, alors qu'un anti-hypertenseur, un anti-diabétique, un anti-Alzheimer, c'est toute une vie. Ouais. Donc le commerce, l'intérêt est complètement différent. Et donc le nombre de compagnies et l'argent investi par ces compagnies a complètement chuté au cours de ces 25 dernières années. On voit une petite remontée depuis 2 à 3 ans et ça, c'est extrêmement positif et c'est probablement dû à la mobilisation générale autour de la problématique. Mais encore une fois, comme pour le monde vétérinaire et les élevages intensifs, c'est l'économie qui s'invite dans la santé, là, enfin, au détriment d'eux. J'ai envie de résumer les choses comme ça. Ça vous rend pas un peu fou, vous, le scientifique, vous, le médecin ? Ah bah bien sûr, là, je suis très calme aujourd'hui avec vous, là. Mais c'est vrai que parfois, dans certaines situations, on a des discours qui sont totalement emportés, parce que vous vivez une injustice absolue quand vous imaginez qu'on utilise pour certains animaux des antibiotiques qui ne devraient être réservés que pour l'homme, et que déjà en 2001, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, nous l'avions demandé à tous les pays, ça vous laisse quand même pantois. Oui. Il y a des questions de brevets aussi pour les antibiotiques ? Il y a largement des questions de brevets, puisque les brevets en général protègent l'antibiotique pour 7 ans. Et justement, dans les grands projets, on dirige actuellement un grand projet européen avec, à ce propos-là, où on a réuni les compagnies pharmaceutiques, les scientifiques. On essaie de travailler sur comment pourrait-on, prolonger ces brevets, comment les modifier, comment réserver certains antibiotiques à certaines situations de médecine humaine. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. On va même à l'extrême. Certains disent que les antibiotiques devraient être protégé par l'UNESCO. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a toute une série de modèles pour imaginer comment réagir à cette situation. Ce qui se décrit dans le livre de Thierry Crouzet, dans la BD, ces choses un peu apocalyptiques, on va y venir ou vous êtes plutôt optimiste, vous ? Alors, je pense que ce que Thierry Crouzet dit d'ailleurs très bien dans son interview, il a simplement pris deux mécanismes de résistance, les a mis ensemble dans la même bactérie. Ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça, c'est à la limite de la fiction. Et je pense que c'est important. Par contre, heureusement, il semble qu'il y a un début de réaction et un début de réaction généralisé. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense que l'homme est intelligent. Enfin, j'espère que cette intelligence sera traduite en action. Parce que c'est clair que en parler, c'est bien, c'est important. Sensibiliser, c'est bien. Il faut que les mécanismes qui font qu'on surveille, au fond, l'intensité de la résistance et l'utilisation des antibiotiques soient clairs, soient universels. Et on n'en est pas encore là. On démarre simplement aujourd'hui. Vous êtes médecin-chef du service de prévention des infections au HUG Didier Pittet. Encore quelques minutes pour aborder 2 sujets issus de la presse qui nous ramènent au monde médical et hospitalier. Valérie Drouletan nous emmène ce matin aux sources de la cacophonie hospitalière. Une passionnante pleine page qui s'appuie sur l'étude de l'historien Pierre-Yves Donzé intitulée « Histoire des politiques hospitalières en Suisse romande ». Alors, l'erreur majeure des autorités cantonales dès le 19e siècle, c'est d'avoir assisté passivement au développement des infrastructures, une attitude qu'elle paye encore aujourd'hui. La mission première de la dizaine d'hôpitaux de Suisse romande en 1830 était d'accueillir les indigents et plus généralement tous ceux qui étaient susceptibles de troubler l'ordre public. S'y ajoutèrent de nombreuses institutions religieuses voulant encadrer et évangéliser aussi les classes populaires, catholiques et protestantes, parce qu'on ne se mélangeait pas, attention. Vinrent alors les avancées technologiques dont chaque région voulait se doter à coup de financement privé, parfois seulement public, via des dons, car c'est tout ce que les élites locales ou régionales laissaient au pouvoir public, du financement, mais surtout pas d'implication dans l'organisation. Ceci jusqu'en 1994, avec la votation sur la loi sur l'assurance maladie, qui oblige donc les cantons à adopter une planification hospitalière. Aujourd'hui, c'est sur le suréquipement qu'il faut agir, explique l'historien, et sortir d'une logique hospitalière qui remonte au temps où on se déplaçait en charrette. Alors, délicat d'aborder le sujet avec un médecin d'hôpital, en l'occurrence les HUG. Est-ce qu'il faut lutter contre le suréquipement, Didier Pittet ?
Alors, je pense qu'il faut lutter non pas contre le suréquipement de certains hôpitaux, parce que ça, c'est l'évolution de la médecine, mais par contre le suréquipement de trop d'hôpitaux. Il y a des pays qui connaissent ça depuis longtemps. La France a dû, parce qu'il y avait beaucoup trop d'hôpitaux, limiter les endroits dans lesquels on faisait les accouchements. On ne peut pas garder un hôpital ou une clinique pour faire 50 ou voire 100 accouchements par année. Il faut finalement laisser ceci aux gens un peu plus spécialisés qui en font davantage, de manière à conserver la qualité des soins. Le débat neuchâtelois, vous l'analysez comment, la votation? Écoutez, je peux pas m'exprimer pour mes amis et collègues neuchâtelois, mais je crois que c'est très important que dans ce canton-là, où on sait que les choses aujourd'hui sont compliquées, il est très important d'arriver à une réglementation qui soit claire par rapport à la prise en charge des patients. Et puis je crois que la Suisse est petite et il faut qu'on le réalise. On a vécu une période avec certainement beaucoup d'hôpitaux et peut-être trop d'hôpitaux. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on ait une stratégie, une politique de santé globale au niveau helvétique qui soit probablement un tout petit peu meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut chiffrer cette réduction d'hôpitaux en Suisse ? Alors, je crois il est difficile de la chiffrer parce que certains hôpitaux sont à la fois des hôpitaux qui accueillent, qui sont des soins de santé primaires, finalement, qui accueillent les gens du quartier avoisinant aussi bien que des centres de santé tertiaires, c'est-à-dire avec la haute technologie et les grands spécialistes. Et je pense qu'en matière de santé publique helvétique, il conviendrait en effet d'avoir une réflexion globale par rapport à ces besoins. Je pense on est encore très très gâtés en Suisse et je pense qu'il faut surtout ne pas perdre la qualité de ce qu'on fait et donc faire cette réflexion-là par rapport au nombre et finalement aux spécialistes et à la qualité des équipements. Alors des hôpitaux, nous passons, c'est tout à fait lié aux primes maladie qui ne cessent d'augmenter. Esther Coco, les élus responsables de la santé doivent sortir de leur torpeur et agir en favorisant les opérations ambulatoires. La Suisse a un retard à combler par rapport à ses voisins européens en augmentant la chirurgie pratiquée en ambulatoire, comme les opérations du ménisque par exemple. Elle pourrait faire des économies de 1 milliard de francs selon une étude du cabinet d'audit PwC. Mais cela ne suffira pas à diminuer les primes d'assurance maladie. En effet, aujourd'hui, le système prévoit que les cantons assument plus de la moitié des coûts d'une hospitalisation, mais que l'assurance maladie couvre seule tous les frais d'un traitement ambulatoire. Il faut donc modifier ce système, trouver une forme d'égalité de traitement entre ambulatoire et stationnaire. Et c'est là que la discussion se corse, raconte ce matin la NZZ, car qui dit prise en charge dit aussi influence sur les hôpitaux. Mais dit le journal, il est temps que les élus sortent de leur torpeur, la torpeur dans laquelle ils sont plongés depuis 2012, depuis l'échec du managed care en votation, et s'attellent à des réformes raisonnables. Qui épitait en une minute, même un peu moins, modifier le système, trouver une forme d'égalité de traitement entre le traitement stationnaire et le traitement ambulatoire, c'est vers ça qu'il faut tendre ? Je pense qu'il faut tendre vers des systèmes qui effectivement se tendent vers la médecine ambulatoire. Il faut savoir après sur qui les coûts se reportent. Est-ce que c'est la famille qui doit au fond continuer à suivre? Quelle est votre opinion là-dessus? Moi je pense que c'est évident qu'il faut aller vers les soins ambulatoires, mais évidemment toute catégorie de patients ne peut pas finalement bénéficier du système. Certains auront besoin de trop d'assistance à domicile. Il faut aussi que l'assistance en ambulatoire soit importante de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Didier Pittet, médecin chef du service de prévention des infections aux hôpitaux universitaires de Genève, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, c'est un plaisir.